Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, ce que nous allons essayer de faire, c'est de mettre des mots sur la situation, de mettre des mots sur les choses. Parce qu'il faut qualifier les choses pour pouvoir les comprendre, les analyser, être capable de pouvoir dénoncer, de poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Et donc, comme nous avons pu le comprendre tous ensemble, les porte-paroles influenceurs gilets jaunes, qui se sont donc autoproclamés porte-parole, en légitimant leur position au sein du mouvement uniquement à travers le prisme de leur seule et unique communauté, sachant que fatalement leur communauté va abonder dans leur sens, puisqu'ils font un travail de censure et de boycott quant aux personnes qui ne rejoignent pas leurs propos. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous parlent de démocratie, de liberté d'expression et de référendum d'initiative citoyenne, alors que eux-mêmes usent des mêmes méthodes que l'oligarchie. Et c'est là où je souhaite en venir. Nous sommes face à une oligarchie des porte-paroles. Et si nous devons transposer le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que nous répétons exactement la même chose à plus petite échelle. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation qui se fait au sein même du mouvement. Et cette hiérarchisation, évidemment, est régie par ces mêmes personnes, c'est-à-dire par les porte-paroles. Ils vont rallier à leur pensée des milliers de personnes, et là nous parlons même de centaines de milliers de personnes. Ces mêmes personnes qui vont fonctionner à l'émotionnel, en attribuant à ces personnes de la sympathie, de l'affection, de la reconnaissance, de la dévotion. Et cette reconnaissance est forte, elle s'est ancrée au sein du mouvement, puisque ce sont ces personnes-là qui ont été la référence au niveau du mouvement des Gilets jaunes quant aux différentes actions qui ont été menées, que ce soit sur les premiers actes ou à travers les médias mainstream qu'ils utilisent constamment. Ils se sont donc ancrés dans l'inconscient collectif comme étant des leaders. Et s'il n'y avait pas d'ambiguïté concernant leur rôle, ils ne seraient pas là à se justifier constamment qu'ils ne sont pas des leaders. Ils ont le droit de le penser, mais ils doivent faire un travail aussi de conscience et de responsabilité quant au fait que leur communauté les considère tels des leaders. Encore une fois, sinon, ils ne seraient pas là, à s'en justifier constamment. S'ils n'étaient pas des leaders, la question ne se poserait absolument pas. Maintenant, à déterminer ce qu'ils entendent par leader. Ils sont très loin de l'être. Nous sommes très loin des Martin Luther King, des Rosa Parks, des Malcolm X, ou à plus petite échelle au niveau de la France. Sur notre histoire récente, nous pouvons même prendre des personnes comme Coluche ou Balavoine, pour ne citer que. Parce qu'en effet, le terme leader peut être interprété de beaucoup de manières. Comme personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le commandement, c'est lui le leader de la bande. Voilà. Donc eux, ils seraient plutôt là-dedans. Des leaders de la bande, voilà, la bande des partis gilets jaunes. Pour ma part, je les positionnerais plus dans la case des leaders d'opinion, c'est-à-dire une personne qui, par sa fonction ou sa position, est susceptible d'avoir une influence sur le public. Donc par leader d'opinion, entendez par là, influenceur. Et donc pour finir sur ce point, en effet, ils doivent mesurer le rôle qu'on leur attribue. Parce qu'il y a une différence entre le rôle qu'ils s'accordent et le rôle qu'ils génèrent face à leur communauté. Et cette même communauté doit bien faire la distinction entre la reconnaissance et la dévotion. La dévotion, elle, n'a pas sa place. Sans quoi nous sommes dans une dérive sectaire. Et là je pense notamment à Jérôme Rodriguez qui aime les projecteurs. Qui lorsqu'il s'exprime devant la foule se met toujours en hauteur. C'est-à-dire que lui-même se met au-dessus des autres. Et ça, c'est un symbole fort. Ce qui ne veut pas dire que c'est un bon symbole. Bien au contraire. Et leur communauté doit donc faire la distinction entre ces deux choses. Alors on peut comprendre en effet que certaines personnes leur vouent une forme de reconnaissance. Pour ma part, ce n'est pas le cas, absolument pas. C'est une initiative qu'ils ont pris de leur plein gré. Et cette reconnaissance, je la porte pour l'ensemble des Gilets jaunes. Parce que je ne fais pas de hiérarchisation de l'importance de chacun. Chacun a son rôle, chacun met sa pierre à l'édifice. Et chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Ceci dit, ils peuvent donc avoir cette forme, encore une fois, de reconnaissance, mais il faut qu'ils gardent leur esprit critique, en prenant du recul sur la situation, sans être dans l'affectif et l'émotionnel constant. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça qui nous a menés à là où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire de faire confiance aveuglément, en nous émancipant de nos responsabilités citoyennes, entre les mains d'une poignée de personnes. Et c'est là où je souhaitais en venir. Comprenez qu'à l'heure aujourd'hui, nous faisons face à une oligarchie des Gilets jaunes, à une oligarchie des porte-paroles, à une oligarchie des influenceurs.
Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que là, ces derniers jours, j'ai souhaité me replonger dans les conférences de Étienne Chouard. Il faut savoir que c'est une personne que je suis depuis environ une dizaine d'années, pour qui je vois une très forte admiration par rapport au discours qu'il portait. C'est une personne qui m'a beaucoup inspiré. Sauf qu'aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais que fait Étienne Chouard? Étienne Chouard, lui, qui a consacré sa vie à promouvoir un référendum d'initiative populaire, à se battre contre l'oligarchie, à porter des discours bien précis par rapport à ça, il fait à l'heure actuelle toutes les erreurs que lui-même dénonçait. Et là, je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Étienne Chouard, par exemple, disait, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que toute personne qui est acceptée sur les plateaux ou les médias mainstream ne représente aucun danger pour le pouvoir. Bien au contraire, il va même servir leurs intérêts. Parce que nous savons très bien à qui appartiennent les médias, soit une poignée de milliardaires, dont les intérêts ne sont absolument pas le bien commun. Et je vous mets pour rappel ce tableau, qui met en lumière donc qui possède les médias français. Lorsque les porte-paroles acceptent d'aller par exemple dans l'émission de Cyril Hanouna, ils contribuent à l'audience d'une chaîne qui est détenue par Vincent Bolloré, 10e fortune de France, Vivendi, Canal+, etc. Donc ils participent indirectement à ça. Donc comment on peut se battre contre ça tout en y participant? Surtout sans rien dénoncer, puisque lorsqu'ils y étaient, ils auraient très bien pu parler de ce genre de sujet. Mais ils n'en ont rien fait. Ils font une révolution de surface. Ils nous maintiennent dans un acte 1 sans fin, comme je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois, dans une léthargie intellectuelle, dans l'inaction constante et dans le constat permanent. Comme ça, on ne pourra jamais avancer. Et à côté de ça, ils font quoi? Ils participent de temps en temps à des assemblées générales dont personne n'a connaissance, où ils font une masturbation intellectuelle permanente, où ils ne font que parler. Voilà. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils rôdent leur discours, où à chaque assemblée générale, ils vont dire la même chose. Je vous invite à vérifier par vous-même au niveau des discours de Jérôme Rodriguez, c'est toujours le même discours. Il en vient toujours à dire « Excusez-moi monsieur, mais pour avoir osé m'exprimer, regardez, j'ai perdu un œil. » Donc voilà, il parle de ça constamment. Et par rapport aux agissements de Jérôme Rodriguez, d'ailleurs, petite parenthèse, tous ses copains là, Éric Drouet qui s'était exprimé par rapport à lui d'ailleurs, concernant le business qu'il portait avec sa sœur sur hashtag la famille, en disant oui mais écoutez, Jérôme Rodriguez, lui il a perdu son œil. Donc quoi, c'est parce que tu es estropié que tu peux te comporter comme un enculé, c'est ça? Ses actions ne peuvent pas être constamment pardonnées parce qu'il a perdu son œil. Enfin, parenthèse fermée. Donc voilà à qui appartient les médias. La raison pour laquelle ceux qui y sont acceptés ne représentent évidemment aucun danger. Ces personnes-là ne vont pas prendre des risques en remettant en cause leurs intérêts et leur position au niveau du système pour le bien commun et pour la liberté d'expression. Ce n'est pas possible. Et c'est donc en me replongeant dans les conférences de Étienne Chouard, ça m'a permis d'avoir une forme de recul sur les choses et de pouvoir transposer ce qu'il disait à ce qu'il se passe à l'heure actuelle au sein du mouvement. Et j'ai donc compris qu'en effet, les porte-paroles formaient une forme d'oligarchie. L'oligarchie, pour vous rappeler, c'est une forme de gouvernement ou de pouvoir qui est réservée à un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. Et comme vous pouvez le constater sur cette illustration, ce graphisme, cette verticalité, donc cette pyramide, pour ceux qui comprendront, et voilà où je situe les porte-paroles. Et cette image parle d'elle-même. Nous pouvons la voir très facilement en tapant Jérôme Rodriguez, Francis Lalanne, Éric Drouet, etc. C'est exactement ce qu'ils sont lorsqu'on les voit au restaurant. Et en dessous, il y a nous. Et ça, ce n'est pas normal. Ils ne peuvent pas prétendre se battre pour nos intérêts tout en se goinfrant. Ça, ce n'est pas possible. Et ça s'appelle avoir des valeurs, avoir des principes. Apparemment, ces personnes-là sont dénuées de valeurs et de principes. Et en plus, ils manipulent leur audience tout en les prenant à partie pour régler leurs différends lorsqu'ils ont des problèmes avec telle ou telle personne. Et ne serait-ce que de ce point de vue-là, comment pouvons-nous accepter cela? Comment pouvons-nous accepter la censure et le boycott dont ils usent en permanence, tout en les laissant s'exprimer sur la liberté d'expression, sur la démocratie et sur le référendum d'initiative citoyenne, dans lequel il est question d'un contrôle de nos représentants. Et je ne vais pas parler plus longtemps. Pour illustrer mes propos, je n'ai pas trouvé meilleure idée que de vous mettre des images, des extraits, des conférences de Étienne Chouard. Et cela tombe à point nommé, puisque Étienne Chouard et Maxime Nicole vont faire une sorte d'assemblée générale ou de conférence ou je ne sais quoi, pour parler de ça, du référendum d'initiative citoyenne. J'ai envie de dire, c'est une blague. Et Étienne Chouard aujourd'hui voue une admiration pour les personnes qu'il dénonçait. Et là,
C'est lui qui le dit, d'accord? Donc ce n'est pas moi. Cela va peut-être donner un peu plus de légitimité à mon discours, à ce que nous pensons tous, et il est important à l'heure actuelle de pouvoir mettre des mots sur la situation. Donc c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Démos, le peuple, cratie, pouvoir. Et une oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns, d'un petit nombre. Et on y est. Vous voyez bien que quelques-uns tiennent les manettes. Mais quelques-uns ne tiennent les manettes, non pas parce qu'ils sont particulièrement mauvais ou particulièrement rusés. La cause des causes, ça n'est pas le vice de ceux qui nous gouvernent. Si vous les tuiez tous, vous en auriez d'autres qui viendraient à la place si vous ne changez pas les institutions. Puisque le régime actuel, ils ont réussi à l'appeler démocratie, la place est occupée. On n'arrive pas à désigner l'ennemi, puisqu'on nomme le régime qui nous pose problème du nom de ce qui réglerait le problème. C'est-à-dire qu'on appelle démocratie le problème. Le régime qui pose problème, on l'appelle du nom de la solution. Donc on a un problème de mots. Donc ça s'est fait, non pas, c'est pas un complot, mais ça s'est fait parce que les gens y avaient un intérêt. Les gens au pouvoir avaient un intérêt. Démocratie, ça paraît une espèce d'idéal, démos, kratos, le pouvoir du peuple. Ouais, c'est bien, c'est nous, on va moins se faire enfumer si c'est nous qui dirigeons. Ben ouais, mais si vous appelez démocratie un régime qui a rien à voir et qui est même son strict contraire, ben vous êtes en train de vous faire avoir avec grande largeur. Ça m'humilie d'être représenté. Vous m'humiliez en me représentant. La souveraineté ne se représente pas. Volontaire, ça n'a pas le même sens. Parce que celui qui veut avant, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir. Quand quelqu'un est candidat, ça n'a pas le même goût que quand il a été désigné, il n'a rien demandé, et il accepte pour le bien commun. Et ces gens-là n'ont pas du tout les mêmes qualités que ceux qui sont actuellement au pouvoir. Il y a des tas de gens qui font des tas de choses pour l'honneur, pour la gloire, pour l'impression d'avoir servi le bien commun et que le regard des autres leur suffit, le regard des autres reconnaissant, ça suffit. Il y a plein de gens qui marchent à ça. On peut presque pas leur en vouloir. C'est notre faute d'avoir laissé les élus écrire la Constitution. C'est juste notre faute. J'insiste, hein, c'est votre faute à vous, chacun, et puis à moi, hein, parce qu'on les laisse faire. Mais c'est parce que les référendums ont été institués par les puissants et qu'ils ont mis des tas de garde-fous qui empêchent ces référendums de concerner des questions stratégiques. Eux, ils savent très bien ce qu'ils ont à perdre du RIC. Je peux te dire que pour eux, le voyant rouge, le truc, gros danger de mort politique, c'est le RIC dans la liste. Comment ils vont faire pour éviter de dire pour quelles raisons ils ne veulent pas le RIC? Ils ne vont pas pouvoir éviter. Il va falloir qu'ils disent pourquoi ils ne veulent pas du RIC. Ce sont des démophobes, des antidémocrates, et ça va se voir comme le nez au milieu de la figure, parce que leurs raisons vont être absolument, évidemment mauvaises. Et donc ils avaient peur de tirer au sort des abrutis. Alors d'abord, ils ne donnaient pas le pouvoir au tiré au sort. Le tiré au sort, ce n'était pas celui qui décidait. Donc il faut pas imaginer qu'on remplace l'élection par un tirage au sort et puis on laisse le pouvoir comme le pouvoir aux élus. Pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre, la démocratie, c'est autre chose que notre système actuel. Il se trouve que le tirage au sort entraîne mécaniquement et pratiquement sans exception le mandat est l'objet de plein de contrôles, des contrôles avant, des contrôles pendant, des contrôles à la fin du mandat et des contrôles après le mandat. Donc ces contrôles, ils en avaient tout le temps. Il faut comprendre que le tir au sort, ils avaient peur. Les tirs au sort, ils avaient le sens d'une responsabilité, d'un devoir, ils ne venaient pas se goinfrer en étant impunis de tout, irresponsables. Nos représentants, ils ne nous représentent pas du tout en fait. Ils font par intérêt politique ou par intérêt financier, mais on n'est jamais consulté au final. Quand vous avez une information, vérifiez-la. Même si ça prend un peu de temps, au moins vous aurez la bonne info et en plus vous aurez travaillé votre intellect. Simplement pour dire que tout le monde doit être entendu. Alors, le RIC, je m'y suis intéressé il y a à peu près une semaine. Donc, en changeant ce genre de choses, les conflits d'intérêts ou les intérêts financiers de nos représentants, on les annule aussi, quoi. Si les gens deviennent intelligents et s'instruisent, aïe, ça pique. Alors moi, je pense pas que ça me dépasse, je pense que ça dépasse le gouvernement. Parce qu'il y avait une ouverture de dialogue. Moi, lorsque j'ai lancé ma pétition, ça fait 5 mois, je n'ai jamais été contacté. Hier soir, deux porte-parole du mouvement ont pu faire entendre leurs revendications au ministre de la Transition écologique. Je n'ai pas envie de répondre, t'as vu, je t'ai répondu l'autre jour. Ouais, non, mais juste à propos de Fly, j'ai eu une discussion avec lui ce week-end. Excuse-moi. Allô.
On n'a pas de proposition, on n'a pas de. Bah regarde la télé, je viens de faire des propositions. Faites des replays, vous allez voir. Si tu as discuté avec Fly, il a dû te les dire. Non, pas tellement. La fin des privilèges. Okay. Jérôme Rodriguez, il fait partie du mouvement. C'est D'accord, pas un symbole, c'est pas un leader. Alors je parle de ce que je connais. Hein. Ouais. Il faut que tout le monde soit d'accord. Ah, parce qu'on est pris au piège. Bah oui. Eh ben écoute, on a qu'à se détacher du piège, c'est tout. Un petit coup de gueule, en tout cas pour ce que je ressens moi, même moi. Et moi, pour moi, voilà, moi je n'en ai pas des leaders ni des chefs. S'accorder un petit peu les violons et mettre les égos de côté. Va falloir se sortir les doigts du cul et faire autre chose. Et Eric, pour qui il faut voter, j'ai pas de conseils à donner là-dessus. Les gens doivent voter pour qui ils veulent. J'ai fait un sondage, comme ça ils verront les listes européennes qui sont en tête. Comme ça après à vous de voir si vous avez aucune idée pour qui voter. Il y a plein de choses qui vont pas et arrêter de se bouffer entre nous et se raccorder les violons. Parce que moi je suis absolument pas un leader ou un chef. Voilà. Et la question que je souhaiterais poser aux oligarques gilets jaunes, c'est pourquoi n'acceptez-vous pas d'être régis par les mêmes lois que vous défendez? Et clairement, vous n'avez aucun argument pour répondre à ça. Aucun argument. Les seuls arguments que vous mettrez en avant pour vous défendre de ça ne fera que de mettre en lumière le fait que vous êtes des imposteurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez partager ce contenu, je vous en serai profondément reconnaissant. Je vous remercie encore pour tous vos retours, ça me touche énormément. Voilà, c'est quelque chose que je ne prendrai jamais pour acquis. Si vous avez des idées de contenu, de sujets à aborder, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis également en train de réfléchir à mettre en place un support pour que nous puissions échanger, discuter. Là par exemple, je suis en train de plancher sur la plateforme de Discord pour voir s'il est possible de l'exploiter, pour nous fédérer, pour discuter, pour échanger, et trouver des solutions pour pouvoir dénoncer des vérités. Et aussi pour pouvoir nous recentrer sur les choses importantes. Parce que les choses importantes, clairement, ce n'est pas eux. Mais ils le deviennent à partir du moment où ils nous freinent dans cette démarche. Où ils nous freinent pour avancer. Eh bien ça, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai pas. Et si les porte-paroles étaient vraiment des gens du peuple, des gens ouverts d'esprit, des gens qui souhaitent parler, mettre ces différents de côté, hein, comme l'autre Drouet a osé l'exprimer, non parce que là c'est vraiment une blague quand même plutôt énorme, à dire oui, mettons nos différents de côté, unissons-nous. D'accord, bien sûr Eric Drouet. On a compris que tu t'adressais uniquement à ta communauté, hein, qui ne te remettent absolument pas en question, et c'est l'erreur qu'ils font. Je ne leur jette pas la pierre, parce que vous êtes doués pour vous rendre sympathique. Mais l'éveil des consciences prend du temps. Nous avons mis du temps à nous soulever contre le pouvoir dominant, et bien peut-être que ça demandera un peu de temps aussi pour nous soulever contre le pouvoir dominant au sein du mouvement, contre les oligarques gilets jaunes. Donc je m'arrête là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne après-midi, peu importe. Courage pour les personnes qui vont travailler, courage aussi pour les autres qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler ou qui ont des difficultés dans la vie. Parce que je sais l'image que l'on a d'une personne qui est aux yeux de la société inactive, d'accord? Et ça pourrait être le contenu d'une prochaine vidéo, mais en attendant cette éventualité, si vous voulez vous rassurer par rapport à ça les amis, je vous invite à visionner les conférences de André Comte-Sponville. Il parle du bonheur et du travail, le fait que le travail n'est pas une valeur morale. Nous travaillons pour atteindre des objectifs. Ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un outil. Si demain nous avions la possibilité de ne plus travailler, nous ne le ferions plus. Excite évidemment les métiers passion, puisque beaucoup diraient oui mais moi si demain par exemple je touche le jackpot, je continuerai de travailler. Oui mais tu dis ça parce que tu aimes ton travail. Mais si tu devais te lever tous les matins pour aller mettre des boîtes de conserve dans un rayon, ou laver la crasse des autres, je pense que tu y réfléchirais à 2 fois. Enfin bon. Allez voir, si vous le souhaitez, les conférences de André Comte-Sponville, aussi les discours et les conférences de Albert Jacquard, qui était un grand homme. Et sur ce, paix sur vous, les amis. C'était Jeffrey, et je vous dis à très vite.